Oups. Coucou à tous. Bonsoir, chers amis. Voilà, alors ce soir, nous allons aborder un sujet un petit peu étrange pour beaucoup. C'est, en tout cas, une partie importante. Excusez-moi, hein, je suis pas très... je bouge parce que j'ai fait une petite farce comme ça vite fait, mais on va aborder donc un sujet fondamental de l'aquariophilie et de l'aquariologie, c'est l'hydrologie. Et l'hydrologie, bien sûr, elle est liée, intimement liée au milieu, parce que chaque milieu a son hydrologie. Alors, pour ceux qui n'ont pas regardé Reef and Geek TV et qui n'ont pas vu mes précédents lives, je répète et je répète, chose fondamentale, quand vous montez votre aquarium, vous avez impérativement besoin d'avoir ce genre de bac, hein, vous voyez, en plastique, là, qui vaut 10 balles, pour faire certaines de vos acclimatations, la plupart des acclimatations, et pour pouvoir traiter. Si vous avez un problème, dans un bac comme ça suffit amplement, y compris pour traiter un poisson qui aurait à peu près la taille de ce bac. Hein. C'est pas sauver la vie d'un poisson, c'est beaucoup plus important que de se la péter. Donc un bac comme ça, hein, voilà, vous voyez ce que c'est, ça vaut vraiment 2 fois rien. Un bulleur là-dedans, une petite pompe ridicule, et avec ça, eh ben, vous pouvez soigner vos poissons avant de les introduire dans votre aquarium. Ou vous pouvez, si vous sortez votre poisson de l'aquarium, le traiter, et le traiter de façon extrêmement efficace, sans risquer en fait la vie de votre bac, quoi. En plus, en économisant considérablement les médicaments. Donc voilà, un bac comme ça, 10 litres, 20 litres, c'est parfait pour les traitements. C'est parfait aussi quand vous achetez une anémone, par exemple, une anémone de mer. Euh, si vous voulez qu'elle s'adapte très vite à votre aquarium, bonsoir les amis, eh bien ça c'est formidable. Vous mettez l'eau de votre sac avec votre anémone dans ce bac, puis vous la laissez un peu reposer avec un diffuseur, puis ensuite, grâce à cette grille-là, vous videz la flotte et vous la laissez à sec pendant quelques minutes. Et elle va se recroqueviller. En éjectant son eau, eh bien, vous allez faciliter son adaptation à votre aquarium, aux particularités, notamment densimétriques, de votre aquarium. Il n'y aura pas de choc osmotique. Comme elle va avoir jeté sa flotte, quand elle va se re-remplir de flotte, elle va prendre la flotte de votre bac et elle ne va pas faire un mélange avec une différence de pression osmotique qui peut, enfin de densité qui pourra lui causer des dommages ou l'incommoder pendant de plusieurs heures ou voire plusieurs jours. Donc ça c'est très important. Voilà, vous voyez la petite astuce du jour. Ensuite, pêchez vos poissons, pêchez vos poissons. Comment pêcher vos poissons? Eh bien, c'est le même, mais en plus petit. En plus, c'est super, il a une petite poignée. Vous voyez, bah, ça, c'est formidable, un petit machin comme ça. Voilà. Et une demoiselle malade, vous pouvez la traiter dans un bac comme ça. Hein. C'est tout bête. Hein. Alors, formidable pour ça, quand vous faites votre acclim, par exemple, je sais pas, un Cyrillabruce, un Gobiodon citrinus, ou un Sacchyropus, ou qu'est-ce que je peux prendre encore comme exemple? Un Nématéléotrice, un couple de Nématéléotrices. Vous achetez ça, bah, vous avez cette petite boîte-là, c'est formidable. Vous videz votre sac là-dedans. Une fois que vous avez vidé votre sac là-dedans, alors là, chose qui est super, mais alors je crois pas sur celle-là. Oui, même sur celle-là. Comme vous voyez ici, vous avez un petit trou. Formidable. Alors, vous achetez 2 mètres de tube air, par exemple en silicone.
vous achetez un petit robinet métallique, vous piquez une pince à linge à votre femme, et puis vous allez mettre le robinet métallique dans ce trou. Et il rentre parfaitement dans ce trou. Ce petit robinet métallique, il va même être un petit peu coincé. Il va y avoir une petite résistance. Et vous réglez votre robinet. Voilà. Et comme ça, vous faites une acclim cool. Une fois que vous avez mis ça à peu près d'eau de votre sac, hein, ça de votre dos de votre sac, vous remplissez. Vous pouvez mettre cette boîte dans cette boîte. N'est-ce pas? Tac. Vous remplissez, ça déborde. Et bien, vous allez laisser pisser cette boîte-là dans l'autre, ou alors vous allez aller la vider, très facile. Vous laissez ça, je ne sais pas si on le met là, vous laissez ça, et on recommence. Voilà. Et là, une fois que vous avez fait ça, et ben c'est très bête après, hein, vous prenez la boîte, vous la mettez dans votre bac, puis paf, vous ouvrez. Tac. Et voilà. Et vous avez libéré vos poissons. Et vous pouvez les libérer dans un endroit où vous pouvez espérer qu'ils vont s'installer. Voilà, vous voyez, ça c'est une petite astuce toute bête. Vous pouvez régler votre goutte à goutte grâce au robinet. Et pour le réglage du goutte à goutte, donc, ben, ça dépend quand même pas mal du temps de transport et puis des différences. Si par exemple, votre commerçant, ils sont un certain nombre à garder les poissons dans des densités faibles. Alors attention à ceux qui les gardent dans des densités hautes. Très souvent, ils auront tendance à utiliser des médicaments plus brutaux que ceux qui les maintiennent dans des densités basses. Pourquoi? Bah parce que dans la densité de 1025-1026, les poissons déclencheront beaucoup plus de maladies que dans des densités basses de 1018 à 1020. Donc, notamment pour les chirurgiens, c'est si vous leur faites un traitement, si vous avez à les isoler de votre aquarium, eh bien, dans un bac comme le rouge que je vous ai montré là, vous descendez l'eau à 1018 hein, ou à 1020. Et là, vous allez multiplier par 2, par 3 la puissance de votre traitement. C'est tout bête. Voilà, donc cette petite parenthèse étant faite, j'en fais une autre. On peut aussi attraper les poissons avec une boîte. Et quand vous attrapez les poissons avec une boîte, ce qui devrait aujourd'hui être la norme hein, dans les magasins, vous traumatisez pas votre poisson, il n'a aucun contact. Il n'a aucun contact avec quelque chose qui va lui enlever son mucus, par exemple, et donc favoriser la pénétration des parasites. Parce que quand il arrive dans votre aquarium et que votre aquarium est sain, il y a des parasites dedans, très souvent. Alors, qui ne vont pas infecter vos poissons, qui ne vont pas poser de problème. Mais à votre poisson nouveau, qui va avoir le stress, eh ben, si vous lui enlevez le mucus, bah, il va choper très facilement les points blancs. Alors, cette petite boîte est assez formidable, parce qu'avec ça, quand vous pêchez votre poisson, il n'y a aucun contact. Vous prenez l'eau, vous le sortez du bac, et c'est super. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire d'autre quand on doit pêcher les poissons, préférez des épusettes de pêche. Voilà, je le remontre, hein, je l'ai déjà montré, mais c'est quand même, ce sont des trucs fondamentaux. Et vous pouvez, là-dessus, vous pouvez me faire confiance. J'ai quand même pêché des milliers de poissons et vérifier derrière qui payait la note. Et souvent, c'est les pauvres. Donc, une épuisette métallique, ça, c'est vachement mieux que les épuisettes en plastique. Déjà parce que les poissons ne se prennent pas là-dedans, quasiment jamais. Contrairement à celles en plastique. Et 9 fois sur 10, après, vous allez les tripoter avec les doigts et tout pour les sortir du filet. Et ben là, aucun problème. Voilà, un centre-pige, un chirurgien, vous le mettez là-dedans. Et même s'il se prend, il fait 2-3 petits mouvements, tac, et il sort, il arrive à sortir de ces mailles-là. C'est pas du tout le cas dans les épuisettes en plastique. Et chez les chirurgiens, faut savoir quand même que quand ils donnent des coups de patte, des coups de queue, eh bien, quelquefois, ils se créent des lésions, hein, et ils s'arrachent les scalpels. Chez les poissons-anges, ce sont les ouïes qui se prennent. Et quand elles se prennent dans les mailles de votre épuisette en plastique, et bien des fois, toute la peau de l'aiguille, de l'aiguillon, au revoir. Résultat, vous créez un foyer probable d'infection. Voilà. Donc vous voyez, c'est des astuces toutes bêtes que je vous montre, mais ça, ce sont des gestes que moi j'ai fait des milliers de fois.
et des traitements et des acclimatations que j'ai fait des centaines de fois. Et ça marche, statistiquement, vous avez des résultats bien meilleurs. Voilà, c'est pour ça que je vous le transmets. Voilà, alors ce soir, on va aborder donc un sujet euh, qui vient avec le sujet précédent, qui va suivre le sujet précédent. On a abordé les différentes couches de sable, les différentes zones aérobie et anaérobie. Euh, Sachant donc que, comme j'expliquais, je reprends pour expliquer très vite fait, si on prend, excusez-moi, il faut que je tripote mes accessoires, si on prend une pierre comme celle-ci, n'est-ce pas, vous voyez la taille, l'épaisseur, un machin, l'intérieur de cette pierre est en anaérobiose. Elle est très poreuse et en même temps, elle va cultiver à l'intérieur énormément de souches de bactéries, de chiottes, hein, vraiment, et qui sentent très mauvais. Et pourtant, ça sauve et ça fait, c'est un vrai estomac pour votre aquarium. Voilà. Si on prend, par contre, une pierre comme celle-ci, alors elle va avoir forcément au cœur aussi une zone d'anaérobiose, mais dans l'ensemble, elle va être très en contact, très en rapport direct avec l'eau. 9 fois sur 10, si on la prend comme ça, théoriquement, c'est comme ça, c'est ce que je viens de vous dire. Dans la réalité, 9 fois sur 10, hein, elle se recouvre très vite de coralline. Vous installez vos coraux sur ces plateaux. Donc, le dessus, tout du moins, il devient vite étanche. Voilà. Alors, il faut absolument que ce soit ventilé dessous. Ça, c'est un impératif de l'hydrologie. Voilà, donc c'est pour ça que je vous explique que c'est forcément en liaison avec le milieu. Il ne faut pas oublier que ces pierres-là, souvent dans les aquariums, on les place à plat, alors qu'elles peuvent être très 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 bonnes quand elles sont placées debout ou sur le côté, pour notamment faire les abris pour les poissons que l'on a. Un poisson chirurgien, un poisson ange, un baliste, euh, pour prendre ces exemples-là, ils vont avoir besoin d'une couche, et cette couche, elle doit être à la taille du poisson, elle doit le sécuriser, donc un poisson plat qui va avoir tendance à dormir debout ou se mettre sur la béquille, eh bien, il va falloir lui faire une zone une couche, sa maison, de sa forme, plate et en longueur. Les poissons préfèrent, et plus vous les achetez grands, et plus ils sont grands, plus ils préféreront avoir une couche en Y, c'est-à-dire d'avoir deux sorties possibles. Ça les sécurise, et en plus, ça vous permet, dans le décor, quand vous gérez des pieds de patate, par exemple, et que vous aménagez la couche de votre chirurgien dans le bas de la patate, vous faites votre Y avec les différentes pierres que vous avez, le poisson aura plusieurs possibilités en tournant dans l'aquarium de traverser son territoire de différentes façons, dans différents sens, et ça, ils adorent. Voilà, donc je vous raconte ça, c'est encore un truc très important. Alors là, vous voyez, quand on a une pierre comme ça, vous voyez, c'est un corail, vous avez un sens en fait, hein, de pouce du corail, la porosité a un sens, et ce sont des choses qu'il faut surtout pas négliger, hein, quand vous construisez votre bac. Alors, l'hydrologie va que vous allez créer va avoir une systématique qui va changer quand sur cette pierre, sur cette pierre, est-ce que vous la voyez un petit peu. Quand sur cette pierre, il va se passer ça. Hein. Là, évidemment, oh là, vous allez changer votre hydrologie. Et si vous changez, et le corail va continuer à pousser. Donc, à partir du moment où vous avez ce corail qui pousse, eh bien votre hydrologie va changer. Non seulement il va recouvrir la pierre avec son pied, mais en plus les branches vont totalement modifier la circulation de l'eau. Et c'est pour ça que quand on prend comme modèle la mer, c'est très compliqué dans un aquarium. Les, les branches enchevêtrées quand elles sont dans la mer, avec des houles très importantes. Bon, bien évidemment, là, j'ai pas forcément pris le bon exemple avec le corail que je viens de vous montrer. C'est un peu plus valable avec, par exemple, avec celui-ci.
Allez, Pépère, tu tiens, me prends pas la tête, c'est pas le moment. Essayer de le coincer, là, comme ça, pour qu'il soit un peu parlant. Voilà. Bon, pas terrible, terrible, mais enfin, voilà. Donc vous avez votre corail là, comme ça, votre acropora qui pousse. Hein. Si vous vous retrouvez donc bah, comme ça, comme ça, comme ça, eh bien l'hydrologie, là ici, vous allez perdre beaucoup au pied de votre aquarium, au pied de votre corail. Et si vous comparez à la mer, en fait, hein, ici le mouvement de houle, jamais vous pourrez, ou alors à moins vraiment d'y aller à fond, et en fait vous remarquerez, hein, vous y allez jamais à fond parce que de faire des vagues de 10-15 cm dans l'aquarium, quasiment personne, hein, se risque à faire ça. Donc vous ne pouvez pas reproduire les conditions naturelles de la culture de ce corail, et si vous lui rendez des conditions qui se rapprochent, eh ben vous allez obligatoirement finalement mettre en place un courant laminaire, un courant euh, de surface, un courant à plat. En plus d'avoir le mouvement de vague, vous allez booster les courants laminaires. Et très franchement, c'est pas bon pour les coraux. Donc, enfin, très franchement, je vous le déconseille. En plus, ça les déforme et vous n'aurez pas la sortie des polypes comme dans un mouvement de houle. Hein. Alors, bon, voilà déjà quelques petits trucs que je vous balance comme ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah, voilà. Alors, par exemple, quand on prend... Ah, je vais reprendre ma pierre si elle m'aide. Quand on prend, par exemple, donc un Ophilia, là, ce que je vous montre, donc, c'est un squelette d'Ophilia. L'Ophilia placé sur une pierre comme ça dans le haut de l'aquarium, bah franchement c'est pourri. Si vous avez d'autres coraux de type Acropora, hein, vous voyez ça c'est vraiment à éviter, hein, un truc comme ça. Donc votre Ophilia, il faudra le mettre dans une zone où il n'aura pas le courant très très brutal de surface, ni non plus un courant dans l'aquarium, dans la hauteur d'eau, qui serait un courant laminaire. On le voit quelquefois dans certains aquariums. On voit que les Ophilia arrivent à y pousser, mais comparé, comparé avec un bac où il y a ce mouvement de houle et où vous voyez l'Ophilia qui danse, hein, et pas qui est comme ça tout le temps, hein, qui fait ça, blablabla, blablabla. Ça c'est merdeux. Faut que, voilà, là vous avez quelque chose qui correspond à l'habitat de l'Ophilia. Après, vous avez dans les différents types d'Ophilia, puisque là vous aurez remarqué, hein, ce n'est pas un parrain encore un. Euh, certains vont être plus adaptés à des courants, à certains types de courants. Mais dans l'ensemble, ce type de coraux-là, il faudra les placer dans le, la limite du premier tiers et du troisième tiers, hein, donc dans le deuxième tiers. On peut quelquefois les placer en bas, après ça dépend donc du type de décor qu'on fait. Je vous déconseille néanmoins de le poser sur le sable. Et il y en a qui le font, c'est pas forcément ni affreux ni invivable, mais au cas où il y aurait des vers de feu par exemple et qu'ils ont faim, ils peuvent taper alors qu'ils auraient jamais tapé en fait si c'était dans les roches. Donc d'autant et en plus donc vous n'avez pas sur le fond de courant qui vient par le dessous. Et moi je vous conseille plutôt avec les Ophilia d'avoir le mouvement de la houle, donc hein, quelque chose qui monte et qui descend, et qui est plus puissant que le courant laminaire, le courant horizontal. Voilà, ça c'est pour vous, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui aiment les Ophilia. Je préfère vous donner ce genre de conseils, parce que après, quand vous allez les placer dans votre décor une fois qu'il est monté, anticiper cet endroit, avoir le bon courant, et ben c'est quand même plutôt important. Hein.
Alors, j'aime pas voir dans les aquariums, des fois, quand je vois sur vos photos ou sur vos vidéos, j'aime pas voir des coraux que je sais que ils sont pas dans le mouvement qu'ils méritent. Alors, je vous dis santé à tous, hein. Je bois ma petite bibine du lundi soir maintenant, on va en faire une manie. Vous avez, euh, vous avez des coraux comme ce Montipora, par exemple, qui va être vraiment adapté. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué, dans mon aquarium, euh, il a poussé en épousant la forme arrondie d'une pierre, hein, et il était adapté, il a poussé sur la carène. Donc il a poussé dans la partie supérieure de mon aquarium, où là, il y avait un fort courant laminaire. Il s'est adapté. Il a fait des petites tétines et qui étaient vers le mur, hein. Mais en fait, c'est assez rigolo. En fait, les coraux s'adaptent. Il est évident qu'un corail comme celui-ci, par exemple, hein, vous voyez, qui était très fin, il était très joli d'ailleurs, celui-là. Un corail comme celui-ci, eh bien, avec ces petites branches toutes fines et là, on va pas aller lui massacrer à lui balancer 15 kilos de pression dans la tronche, hein. Donc, on va pas le mettre en haut, surtout pas. On ira le placer sur la hauteur dans l'aquarium. Là, vous aurez les coraux qui prennent le shoot, et puis bah lui, vous allez aller le mettre là, hein. Donc, voilà, ça, ce sont des choses qui peuvent sembler évidentes quand on vous les explique comme ça. Elles sont beaucoup moins évidentes quand vous avez la tête dans votre bac et que vous faites vos collages en allant essayer de... Si à la fois vous essayez de trouver la place idéale pour le corail, vous faites quand même en fonction des pierres que vous avez. Et bien des fois, je vois les gens, ils collent, ils ont même pas pensé en fait, hein. Ils vont coller à l'endroit disponible. Alors ensuite, voilà, donc on va aborder. Je vais retourner le téléphone. Je vous ai fait deux trois petits crevards. Bon, je n'ai pas ce que je cherchais, tiens. Bon, j'ai pas l'option, donc bon, c'est pas grave. Alors donc, ce que je vous expliquais la semaine dernière, donc, quand vous fabriquez votre patate, euh, un petit tronçon de PVC que vous avez perforé de de trois trous qui traversent les deux parois, ça vous fait six trous. euh, 6 à 8 millimètres, vous placez votre grosse roche ou votre plateau sur le fond, sur ces petits tronçons. Vous allez avoir donc 4-5 cm, hein, parce qu'il faut pas que faut au moins ça. Vous allez avoir cet espace pour la circulation de l'eau sous vos pierres. Voilà. Et en plus, un abri formidable pour les petits poissons et pour la macrofaune. Je vous donne une astuce pour les caches quand vous faites des pommes de terre, des patates ou eh bien vous voyez avec des plateaux à la base, trois plateaux, vous percez, vous faites un trou, vous allez pouvoir fixer ici une roche ronde avec un petit peu de ciment. C'est simple, hein, il suffit de percer. Vous percez là, vous percez la roche ronde, et puis ensuite vous la collez. Et une fois que vous aurez mis des zoanthus ou je ne sais quoi dessus, on verra plus du tout l'armature, mais vous aurez fait un tipi pour un poisson, notamment, je sais pas, par exemple un baliste, un mélictis. Si vous le faites un peu plus dans la longueur, pour un scarus, puisque je vois que vous êtes un certain nombre à avoir des coillis, par exemple. Le coillis, il peut apprécier ce genre d'habitat. Alors oui, on peut mettre de la pouzzolane, bien sûr. Bon là, l'avantage, si tu veux, des tronçons de PVC, c'est que en laissant des trous comme ça, c'est que les gamarres vont dedans et que là, il y a une oxygénation qui restera optimum. Mais voilà quoi. Après, oui, bien sûr. Moi, je l'ai fait très longtemps sur les doigts de coron.
Donc ensuite, là, ce que je vous expliquais la semaine dernière, vous voyez, alors ça c'est un truc que j'aime bien. Donc on a une plaque de verre, on prend une plaque de verre ou une plaque de plexiglas, qui ensuite ira, attendez que je vois mon doigt, voilà, qui est là. Vous avez votre bac donc qui fait l'angle. Vous prenez une plaque de verre ou de plexiglas que vous percez. Dans les percements, bah, vous faites des tétines. Vous pouvez les faire avec un morceau de flèche, une tige en acrylique, etc. Que vous allez donc faire traverser. On a aussi, par exemple, des supports qu'on utilise pour la laine de verre ou la laine de roche, qui peuvent être pas mal, qu'on peut trouver dans les magasins de matériaux de construction. Parce qu'en fait, ils ont déjà un rond et une tige avec des petites lamelles. Et à partir du moment donc, où vous avez percé le bon diamètre, et ben quand vous l'enfoncez dans la roche, il se fixe tout de suite. Vous n'avez pas besoin de, de colle ou de... Et bon, alors après, faut pas que ce soit trop lourd. Mais si c'est plus lourd, vous faites un plus gros trou, puis vous noyez ça dans du ciment prond. Et alors là, bah, donc ça vous permet de carrément de coller les roches en fait sur la plaque du fond, et puis ensuite donc de répartir. Vous voyez là, j'ai montré juste avec les tétines, en fait, vous répartissez avec les tétines. Et puis je vous ai mis un petit truc sur l'hydrologie pour vous montrer que quand on met la pompe, donc je vous ai fait un petit code, 4 étoiles, donc c'est formidable pour le brassage, et puis un point vert pour montrer la position de la pompe. Voilà. Donc là, quand vous avez la pompe dans cette position et les roches dans cette position, eh bien vous avez un brassage très très efficace avec un très bon potentiel d'oxydoréduction, de mélange de brassage, d'adjonction d'oxygène dans l'aquarium et à tous les étages. De plus, eh bien quand vous pratiquez comme ça, la couche supérieure va pouvoir tolérer parfaitement des acroporates, des montiporates, enfin tout ce qui prend des grands courants dans la gueule. Et puis aux étages intermédiaires, ça sera parfait, notamment par exemple pour les euphilia, enfin pour tout ce qui aura des longs polypes. Ensuite, vous regardez à l'étage inférieur, par exemple au dernier niveau, et c'est parfait. Enfin celui qui sera ici, là. Et c'est parfait pour un goniopora par exemple. Voilà. Donc ensuite vous voyez, alors ici donc là je vous montre on a différentes options en fait de brassage, et vous voyez, alors c'est pas très facile à comprendre, mais c'est le même aquarium que au-dessus, sauf que là vous voyez on a mis la pompe sur la partie du fond. Et alors là on est nettement moins bien, hein. On a un problème parce que vous avez énormément de turbulences et vous allez avoir des phénomènes d'accrétion de sédiments, de blocage de sédiments dans certains endroits, avec une baisse d'oxygène, une baisse du potentiel redox et des courants très difficiles en fait à contrôler, hein, parce qu'en fait à chaque fois vous avez par rapport au courant principal qui là est la ligne noire, tous les courants secondaires qui sont des tourbillons, hein, que je schématise, hein, j'espère que ça vous semble pas trop brouillon, mais ça c'est quand même très important. Et vous aurez un bien meilleur rendement donc avec votre pompe sur le petit côté. Voilà. Alors ensuite on peut aborder l'aquarium qui pose aussi beaucoup de difficultés, c'est le tombant. Donc un tombant avec le tas de pierres sur le fond, hein, si on le place avec une pompe sur le fond, comme ça se fait beaucoup malheureusement, eh bien on a de très très mauvais rendements. Pour compenser, il faudra mettre au moins une pompe sur le fond, une pompe en bas, une pompe qui va aspirer l'eau dans le tas de pierres en bas et le faire remonter. Voilà. Donc ça, c'est vraiment indispensable. Et là, vous voyez, j'ai mis une seule étoile parce que ça, pour le potentiel redox, c'est quand même pas terrible.
Le tombant n'est pas un aquarium qui est facile à gérer, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Il est très intéressant parce qu'il permet d'avoir pas mal de milieux, mais la contrepartie, bien sûr, c'est la stagnation, le développement de certains organismes dans les interstices des roches, qui peuvent nuire à moyen terme ou à long terme à la maintenance de ce type de décor. Donc, c'est pour ça que je vous ai fait un peu la publicité du modèle au-dessus. C'est-à-dire que vous pouvez avoir les avantages du tombant. D'un point de vue visuel, à partir du moment où vous mettez un corail qui grimpe sur cette ou un euphilia sur cette partie, il va boucher le trou tout en laissant le trou. Donc cache pour les poissons et puis possibilité pour le courant de traverser puis de maintenir vos pierres dans le meilleur état de fonctionnement biologique. Ensuite, donc, je vous montre, eh bien, là, c'est le modèle des patates. Et le modèle des patates, eh bien, là, vous avez l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il vaut mieux placer votre pompe à l'arrière de l'aquarium vers l'avant de l'aquarium, une pompe de chaque côté, par exemple, hein, plutôt que d'avoir sur votre petit côté. Parce que le petit côté, eh ben, il va créer des turbulences qui passeront comme ça et qui vont s'éteindre en fait dans le bac, qui vont pas permettre un brassage vraiment optimal. Voilà. Ensuite, eh bien évidemment, lui, ce bac qu'on trouve ici là en bas, hein, avec des grandes branches d'Acropora corne de cerf, eh bien ce bac-là, lui effectivement, on peut le brasser des deux manières sans que ce soit gênant. Après, ça dépendra des coraux que vous allez installer dessus, parce que les plateaux, par exemple, peuvent modifier considérablement l'hydrologie quand ils se développent. Bon ben voilà, on a à peu près fait le tour là des décors. Voilà, on a à peu près voilà, j'ai un peu fait le tour là, ce que je voulais vous montrer vite fait. Me revoici, me revoilà. Donc vous voyez que selon l'endroit, attendez, il faut que j'étale mon machin, voilà. Selon l'endroit où vous placez vos pompes, selon la façon dont vous construisez vos blocs de rocheux, eh ben vous allez avoir d'énormes différences de circulation d'eau. Et c'est en regardant dans des livres, il y en a de pas mauvais hein, sur le placement des coraux, vous allez voir que finalement, dans cette répartition de 3 tiers, hein, le tiers bas, le tiers médian et puis le tiers haut, vous allez pouvoir placer vos coraux de la manière la plus rationnelle et la plus naturelle. Et c'est ça qui est important, c'est que les coraux retrouvent quelque chose de la nature, se sentent bien et puissent pousser, se développer en volume. Hein. Et pour se développer en volume, eh ben, évidemment, un euphilia, donc bon, là, donc vous avez les squelettes. Si vous l'arrosez comme ça, là, avec une pompe ici, hein, et ben, qu'est-ce qui se passera hein, vous l'avez vu chez certains, ils se décollent, les têtes quittent l'os et puis ça y est, c'est foutu quoi. Oula, attends là. Alors il y a Frédéric qui demande si s'il y a des patates de mettre la pompe à l'arrière. Je comprends pas trop ce que tu essayes de me dire. Donc en bas, tu veux dire, donc on la met en bas, vers l'avant. Euh, les pompes en bas, je suis pas chaud en fait. Hein, je suis pas très chaud. Bah pourquoi? Déjà d'une part parce que moi je monte des bacs avec du sable, donc dans le sable fin une pompe qui crache plein poumon, ça marche pas, ça dégage le sable.
Et, euh, et le sable, si on peut, eh bien, il faut le remuer, essayer de le faire remuer avec les animaux, bien plus qu'avec le courant, hein. Malheureusement, dans l'aquarium, dès qu'on le fait bouger avec le courant, ça tourne au mauvais plan, quoi. Ça fait des tas. Et puis en fait, on aurait presque l'effet inverse, c'est d'avoir un colmatage en fait du sable dans les zones où il s'accumule et qu'à la fin il s'encroute. Si le sable bouge pas, c'est pas facile en fait. Faudrait que tu me montres. Voilà, on ferait ça en aparté quoi. Mais vous voyez donc euh, la conception des décors. Moi je veux bien. On montre différentes façons de construire. Euh, on a Fabrice qui a fait un tuto avec une flèche, machin. Alors hop, il prend sa pierre. Alors une pierre comme ça, bah, une pierre comme ça, évidemment, là, si on la met comme ça, vous voyez, on a une cloche dessous. Si on la pose pas complètement sur le fond, elle fait, en plus, donc en haut, elle fait un très bon support. On va pouvoir monter les étages sur une pierre comme ça qu'on aura mis à l'envers, qui est à l'origine, donc est un plateau, hein, un grand plateau, un gros pied avec un grand plateau. Bon, euh, ces façons de concevoir les décors, là comme je vous ai montré, une pierre comme ça, hop, on la chope, on lui fout un coup de lapidaire et, euh, et on la perce et on la plaque et on la met sur la plaque et ça permet d'avoir la pierre collée sur le bord, parfaitement droite. Et c'est génial, quoi, parce que vous récupérez l'effet de la cuvette, vous allez pouvoir mettre un bénitier, enfin tout type de coraux facilement. Euh, bon, évidemment, moi je vous conseillerais, vous voyez par exemple, si on prend une bouture d'un acropora comme ça et qu'on casse la petite tétine ici, hein, euh, moi je vous conseillerais de filer un coup de perceuse de la taille de la petite tétine, de 2 mm, puis d'enfoncer votre corail là-dedans, hein. Un petit coup de colle, et puis le corail enfoncé, et il aura une prise super, quoi. Voilà, toute la question est après, qu'est-ce que vous allez faire de ce corail? C'est évident que si votre objectif c'est de faire pousser des boutures, bah évidemment vous prenez les supports à boutures et puis vous mettez ça, bah vous mettez pas ça dans votre décor. Mais là, l'idée que j'essaye de transmettre, c'est d'imaginer que vous allez garder votre aquarium, on va dire entre 5 et 7 ans avant de le refaire complètement. Voilà, moi c'est comme ça que j'imagine qu'on construit un aquarium. 5 à 7 ans, il y a souvent des problèmes qu'on a vraiment du mal à gérer après. Mais, euh, mais 5 à 7 ans, ça marche très bien. Vous ne pourrez pas faire ça avec des aquariums où il n'y a pas la biologie nécessaire pour avoir cette durée de vie et pour gérer donc la sédimentation dans l'aquarium par rapport à la population que vous avez. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais pas si vous avez une question particulière, si vous avez bien suivi ce que j'essaie d'expliquer sur les différentes conceptions qui vont reprendre donc des milieux un peu différents. Vous avez vu si on prend le cas des patates, bon bah les patates on les trouve à mort dans la nature. Vous avez des zones des fois de kilomètres où ce sont que des patates. Dans ces zones-là, on va trouver une grande majorité de coraux et dont une partie bah, va se retrouver émergée à la marée basse. Et puis bah, vous allez quand même trouver aussi des coraux durs. Mais l'hydrologie de ces endroits-là, étant donné que ce sont comme des pitons plantés, c'est pas la même que quand vous prenez le hein, parce que pour schématiser en fait hein, le récif, vous avez le tombant,
Vous avez le tombant, vous avez la barrière, et puis après la barrière, vous avez l'entrée dans l'atoll. Mais l'entrée dans l'atoll avec une pente souvent plus douce, et une partie des coraux donc qui est juste derrière, bah, qui prend aussi plein la gueule la houle, mais les coraux de devant, bah, il est évident que vous imaginez ce qu'ils prennent dans la tronche, quoi. Ça n'a rien à voir avec, avec la force qu'on peut déployer dans un aquarium. Bien souvent, donc dans l'aquarium de tombant, on va déjà reproduire un volume d'eau qui va se situer à 4 mètres, à 5 mètres, à 6 mètres, à 7 mètres sous la carène, hein. Donc, dans ces zones-là, eh bien, on commence déjà des fois en fait à voir des LPS, il y a déjà une mixité, et c'est pour ça que plutôt que de reproduire la carène, je vous encouragerais plutôt à reproduire cette zone. Et dans cette zone, bah, pas à éclairer comme des tarés, puisqu'on est déjà à 6-7 mètres. Voilà. Euh, c'est vrai que esthétiquement, c'est un peu particulier. Regardez la photo que j'ai mis, la photo de couverture. Donc là, c'est mon bac de 200 litres qui a servi de base pour monter après mon gros aquarium, qui est passé après par un 400 litres, hein, 230 litres, 430 litres, avant de passer au 1000. Bah, vous avez un éclairage qui correspond à peu près à l'éclairage qu'on a à quelques mètres. Et en fait, regardez la couleur des coraux, hein. Ils n'ont aucun problème, hein. Alors le rendu, dans un aquarium naturel, eh ben, il est plus cyan. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et en réalité, si vous allez plus vers le jaune, si vous allez plus vers la lumière de surface, eh bien, vous verrez, alors les photos de mon cher ami Jacques Soleil, qui sont sur le groupe, eh bien, vous regarderez, nous sommes grâce à lui dans plusieurs endroits assez paradisiaques où il est allé plonger. Eh bien, vous voyez qu'il plonge à 5 mètres avec un tuba et des palmes, hein, et regardez la couleur des coraux. Et regardez la couleur de l'eau. Vous avez une eau qui est encore... bon, alors, évidemment, là, il y a une question de pureté, hein. Vous avez encore une lumière relativement jaune. Et puis, bah, regardez la couleur des coraux avec des oranges, des roses, des framboises puissants. Donc, il n'y a pas de... les jaunes citron. Donc, en fait, il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a pas le cinéma commercial, voilà. Là, vous avez quelque chose qui est de la nature, et en fait, c'est une démonstration que, hein, pour faire des sous, on est quand même capable de vous vendre n'importe quoi. Et de s'appuyer sur de la science, qui est une science fragmentaire, et pas une science qui embrasse l'ensemble de ce que c'est qu'un aquarium. Et je vous dirais, c'est le piège quand vous faites de l'aquariophilie. Le piège, c'est la fragmentation, le cloisonnement, la segmentation. Il n'est pas idiot d'apprendre les choses par segments, mais il est totalement idiot d'imaginer qu'un aquarium fonctionne par un empilement de segments. L'empilement de segments crée une entité en soi. Votre aquarium est une entité en soi. Et elle est totalement liée à vous-même, parce que personne autre que vous ne gère votre aquarium, et personne autre que vous ne gérera son aquarium de la même manière, n'aura les mêmes configurations, n'aura les mêmes animaux, etc. Donc en fait, votre aquarium est unique, il est comme vous, il est unique. Mais et vous, lui et vous, vous êtes des entités entières. Faites, vous avez des organes. Est-ce que parce que votre foie merdouille un peu, euh, on va vous créer un environnement spécifique pour le foie? Non. Est-ce qu'on va tout baser de votre médecine et de votre alimentation sur le foie? Ben non. Sinon, vous allez créer des carences ou créer à l'inverse des surdoses.
dans un secteur de votre santé personnelle. Et bien là, c'est la même chose. L'aquarium n'est pas une suite de couches, c'est une façon de décomposer qui est faite souvent pour vulgariser les choses, mais qui n'est pas du tout la science de l'aquarium. L'aquarium est un ensemble. Cet ensemble donne un résultat. Et euh, on le voit tout de suite, en fait, quand on regarde un aquarium, si il, s'il est vivant, ou si, justement, il est géré par segments. Alors, voilà, évidemment, on aborde l'hydrologie. Bah, l'hydrologie, c'est un segment. L'hydrologie, bah, vous voyez, elle est liée à votre sable, à vos pierres, parce que c'est pas pareil. Si vous avez du sable ou si vous avez le verre, l'eau ne va pas avoir les mêmes turbulences si elle passe sur le sable ou si elle passe sur le verre. Il y a un tas de facteurs, un tas d'éléments. Donc, qu'on les prenne l'un après l'autre, on va faire de la science actuelle. Et comme je le dis donc très souvent et que je le répéterai encore ce soir, la science de ceux qui en savent de plus en plus sur de moins en moins. Et c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de, de pouvoir euh, créer, en ce qui nous concerne, pas en ce qui concerne l'aquarium, en ce qui nous concerne, une relation avec la nature. De ce fait, il y a des choses où il faudra avoir une volonté de faire et d'autres choses où il faudra savoir apprendre à lâcher prise. Et c'est bien le problème d'une partie des aquariophiles qui transpirent parce qu'ils ont mis beaucoup d'argent dans leur aquarium et que ils veulent se sécuriser avec des machines. Ne pas pouvoir partir en week-end, avoir la diarrhée parce qu'on est tellement inquiet, parce qu'on a mis 25 000, 30 000 euros dans l'aquarium et que s'il arrive le moindre truc de merde, bah voilà quoi, on a déchiré un chèque. Alors, ça va bien au-delà de ça, bien évidemment. C'est pas qu'une question de pognon, c'est une question d'ego, c'est une question de challenge qu'on s'est donné à soi-même, c'est une question d'honneur un peu quelque part, de fierté qu'on peut avoir par rapport à nos enfants, par rapport à notre femme, par rapport à voilà. Et tout perdre sur une connerie, bah, on n'en a pas envie, ça nous stresse et ça nous fait des nœuds dans l'estomac. Et moi, c'est ça que j'aimerais vous faire comprendre, c'est-à-dire que les nœuds dans l'estomac, tu... Alors déjà, quand il doit t'arriver une tuile, il t'arrivera une tuile, hein, tu peux avoir tout imaginé, ça se passera jamais comme tu as tout imaginé. On peut, on peut faire de l'aquariophilie avec une zénitude. Alors, il y en a qui n'y arrivent pas. Parmi vous, je vois bien, il y a des gens qui y arrivent très bien. Ils ont l'âme chimiste, ils y arrivent très bien. Mais euh, c'est une grossière erreur de croire que c'est la majorité des gens qui peut appréhender l'aquarium comme ça. En réalité, c'est très peu de gens qui peuvent appréhender l'aquarium comme ça. Alors, je vais pas dire, ah, les gars, vous avez tort, vous êtes des enfoirés, machin. J'ai passé ce moment-là où j'étais un peu en colère. Je m'en fous, après tout, vous faites ce que vous voulez. Mais bon, c'est vrai que pour les animaux, ça me fait chier. Quand je vois ce qui part à la poubelle, ça me fait chier. Et puis, bah, les événements dans la vie, des fois, même que ça te fait chier, bah, quand ça t'arrive à toi, tu la prends la baffe dans ta gueule et puis c'est tout, quoi. Et que, euh, et que c'est évident qu'on peut pas foutre 20 000 euros dans un aquarium tous les 15 jours. Et si vous pouvez le faire, bah, tant mieux pour vous. Mais il y a peu de chances quand même pour que vous appreniez l'aquariophilie. Et c'est ça l'idée, c'est d'apprendre. Voilà, moi je vois des gens là, qui font des trucs, ils savent pas faire l'aquariophilie de base. Donc c'est toujours
Vous écoutez leurs conseils, c'est toujours un produit, c'est toujours un truc. Ah bah oui, tu mets tant de millilitres de ça et tu vas voir, le problème est réglé. Non, c'est comme, on en parlait tout à l'heure avec mes amis de l'administration, le sucre. Bon, on- on- dès lors qu'on ajoute quelque chose à l'eau de mer, à la formule de l'eau de mer telle qu'elle doit être, telle qu'elle est quand on la fait avec le sel, attention, attention. Et tous ces produits consommables, attention. Et pour plein d'entre vous qui n'ont pas des aquariums de 2000 litres, de 4000 litres, et qui eux peuvent avoir besoin vraiment d'une installation où on va avoir et le manque de patience, ça je suis tout à fait d'accord. Alors là, Julien, on va là quand vous avez 4000 litres et que par jour vous allez devoir injecter, je sais pas si vous êtes en baligne. Maintenant c'est pareil, plein de gens font de la baligne. Désolé, le rack c'est très bien, mais le rack faut apprendre à s'en servir. Ah bah merde, bon. Et c'est ça moi qui me fait chier, c'est-à-dire que vous n'apprenez plus à faire de l'aquariophilie, vous apprenez à utiliser des produits. Et une fois que vous êtes entré dans cette façon de penser, euh, vous êtes inguérissable. Il n'y a plus rien à faire. À chaque fois, vous allez vous tourner vers... Et vous allez toujours avoir quelqu'un qui va sortir une nouvelle marque, un nouveau produit, un nouveau machin. Et vous êtes dans la course à tu essayé ça, tu essayé ça, tu essayé ça. Comme si ça, ça pouvait... Comme s'il pouvait y avoir la solution miracle qui jaillit d'un nouveau Einstein de l'aquariophilie. Mais pas du tout. C'est très rare quand il y a une innovation qui apporte vraiment quelque chose. Et voilà, si on n'avait pas ce problème de consommation d'énergie et peut-être de toxicité avec les lampes à vapeur de mercure, je suis désolé, les HDI, les LED, pour moi, franchement, c'est pas mieux, quoi. Donc, mais il faut l'avoir connu. Et voilà, quand vous faites de l'aquariophilie comme moi depuis le début des années 80, même un peu avant, euh, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, vous avez été obligé d'apprendre l'aquariophilie. Vous avez été obligé. Vous avez fait des conneries et tout ça. Euh, et de voir ce qu'on arrivait à faire alors qu'on avait un dixième du matériel d'aujourd'hui. Eh ben, bien sûr que c'est à réfléchir. On y arrivait avant avec sa bite et son couteau. C'est quand même bizarre qu'aujourd'hui, les gens, ils n'apprennent plus les fondamentaux en fait. Quoi. Ils n'apprennent plus les fondamentaux. Voilà, le décor qui correspond à un milieu, qui correspond. Voilà, vous faites un aquarium d'eau saumâtre, et ben vous avez des contraintes de l'eau saumâtre. Vous n'allez pas mettre des discus dans de l'eau saumâtre. Voilà, c'est ça aujourd'hui. Les gens ils se pointent, comme quand je bossais chez Aquaflore, que le dimanche j'avais des gens qui me disaient je voudrais 2 hippocampes. Bon, et si je leur posais pas la question, oui, qu'est-ce que vous avez comme aquarium, machin? Eh ben, ils avaient un aquarium avec des guppies. Alors, c'est là qu'on voit, si vous voulez, le consommateur, quoi. Hein. C'est ça que je... Vous voyez, là, bon, vous tous, vous allez trouver ça débile. Peut-être jamais vous auriez fait ça. Mais pour quelqu'un qui connaît très bien les coraux, qui connaît très bien les poissons, quand vous allez poser une question de novice à votre commerçant, ça va lui faire le même effet. Voilà, aller dans un bac qui est monté pour faire un bac de carène, aller mettre un goniopora, hein, faut y aller. Non, il n'y a pas de goniopora dans la carène, c'est pas possible. Ils sont en dessous, ils peuvent pas se prendre 15 G dans la gueule quand il y a 50 tonnes de flotte qui lui tombent sur la tronche. Ça, c'est pas possible, il peut pas le goniopora. Donc, au départ, ben, on arrive, voilà, on arrive, on a un catalogue, machin. Bon. Et c'est pas comme ça que ça se passe. Vous avez bien vu. Quand vous apprenez les animaux, vous avez bien vu. À la fois, oui, oh, c'est merveilleux. Toujours, on apprend. On est fasciné par le petit nouveau, son comportement.
par les propriétés, je sais pas, d'un trapézia dans une anémone, ou les symbiotes en général, l'association de l'Alphéus avec un goby, c'est génial de voir l'Alphéus faire son terrassement, machin. Euh, Après, bah voilà, moi j'ai essayé dans mon gros bac, bah, l'Alphéus elle a parfaitement tenu. Par contre, mon Valenciana, eh ben il a pas tenu. Parce que sortir dans ce gros aquarium et d'avoir les gros monstres de 30 centimètres qui lui passaient au-dessus de la tronche, eh ben ça lui faisait trop peur. Et il sortait pas. Et il en est mort. Voilà, bien dommage. Donc en fait, vous vous dites, bah ouais, tiens, je vais reproduire. Et alors que si ça se trouve, en fait, dans un 30 millilitres, ce petit Valenciennes, bah, il aurait bien vécu. Mais là, trop gros et trop petit à la fois. Vous voyez, bon. Ces choses-là, ces notions-là, bon, on ne les apprend pas en 5 minutes. Et voilà, quelquefois, pour les populations, tout ça, bah, il faut un peu nous écouter parce que c'est un peu, voilà, on peut vraiment vous aider, quoi. Je suis assez content parce que depuis quelques temps, j'ai pas mal de gens qui m'interrogent sur ça. Avant, c'était très rare. Euh, voilà, ça m'emmerde quelquefois d'avoir 5 ou 6 personnes dans la même journée qui me posent des questions parce que j'ai pas que ça à foutre. Mais en même temps, bah, ça fait plaisir parce que bah, on leur donne on peut donner des conseils qui sont pertinents. Ah bah non, ce poisson-là, tu le prends pas. Voilà, comme l'autre fois. Je sais pas, j'ai un ami de Facebook qui m'a demandé pour mettre 2 anges dans un aquarium de 2 mètres. Bon. Et les 2 anges qu'il allait mettre, eh ben, ça allait être une catastrophe parce que les deux auraient voulu dominer l'aquarium. Donc ils se seraient peut-être bien entendus pendant qu'ils étaient petits, mais au bout de 4 à 5 ans, ça aurait frité. Puis ça aurait frité, mais bien, bien méchamment. Et c'est ça aussi, moi, qui m'embête souvent, c'est que les commerçants ne vous expliquent jamais le comportement des animaux adultes, et ils sont pas beaucoup à les connaître non plus, d'ailleurs, hein, parce qu'eux, ils les ont en stage. Alors, ils connaissent l'animal comme ça, mais ils connaissent pas l'animal quand il a 10 ans ou quand il a 15 ans. Et c'est pas le même, hein, c'est pas du tout le même. Un poisson qui a 15 ans à l'aquarium, quand vous lui changez ses habitudes, ou quand vous lui foutez quelqu'un, un nouveau dans le bac, croyez bien que c'est pas du tout le même, mais alors pas du tout le même comportement. Et là, un poisson qui est armé, votre bac, votre nouveau, et il fait 5 minutes. Hein. Donc, avec un baliste, eh ben, vous retrouvez des confettis. Hein. Un poisson avec des trous. Donc, ça, c'est super. Les chirurgiens, des chirurgiens qui vont qui peuvent vous décalquer, quoi. Voilà, ce que je vous ai déjà aussi raconté dans un autre live. Le gars qui bossait avant moi chez Aquafleur, qui s'est fait couper les tendons par un naseau. Hein. Bah oui, mais un naseau de 45 centimètres, bah il rigole pas le bestiau. Voilà. Quand ça fait qu'il est déjà arrivé grand, qu'il est dans un bac de 25 mètres de long, et qu'il fait 50 centimètres, quand il vous met un coup de queue, il fait pas semblant. Bon. Donc, ces choses-là, voilà, les balistes, eh ben, vous voyez, quand David avait son magasin à Rouen, bah, il avait récupéré un conspicillum d'une trentaine de centimètres. Et le machin, vous pouviez pas, il avait l'air très gentil, tout ça, mais vous pouviez pas du tout mettre la main dans le bac. Vous approchiez la main de l'aquarium, et déjà il avait sorti les chicots. Tu mettais tes doigts, au revoir. Le petit doigt, il te le coupait d'un coup. Donc, c'est important. Forcément, c'est vachement important ce qu'on peut vous transmettre là d'informations que vous ne trouverez nulle part ailleurs quasiment. Hein. Bah, voilà, moi c'est ce que j'essaye de faire. Si c'est pour faire comme les autres, vous dire oui, alors je viens de tester les nouvelles pastilles ou alors les bulles de bactéries là, comme on avait vu la grosse mode là. C'était comme attends comment c'est le chat ou Ariel Ariel Bubble Magus. Bon bah non non franchement on rigole.
Est-ce qu'on a besoin de ça dans un aquarium? Non, on n'a pas besoin du tout de ça dans un aquarium. T'es encore mieux à te mettre le doigt dans les fesses et puis à te rincer le doigt dans ton bac. Tu lui apporteras mieux que ces sachets de Bactose pourris. Les bactéries, les gens, vous comprenez pas, on a beau essayer de vous expliquer 50 fois les trucs, quoi. Alors j'avoue que là, c'est un peu, ça m'énerve. Les bactéries dans un aquarium, la vitesse à laquelle ça va, mais, 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 mais vous y êtes pas, quoi. Vraiment, vous y êtes pas, hein. Alors, t'apprends un peu ce que c'est, justement, quand tu vas t'amuser sur les expériences qui ont été faites par certains, notamment la culture de bactéries anaérobies dans un réacteur, et puis qu'après on lâche les bactéries dans l'aquarium, et que d'un seul coup, ah oui, c'est bien, ah, elles nous ravagent, les phosphates, oui, oui, c'est bien. Sauf que à l'époque où nos amis américains, parce que ça c'était des techniques, les premiers à avoir fait ça c'était nous, hein, les Belgicus et puis les Gaulois, et ben quand on a vu le résultat, hein, je suis désolé, il y a eu une épidémie mondiale de crash et de RTN. Donc, quand vous voyez les coraux énormes qui sortent pelés dans des aquariums énormes qui valent des fortunes, quand je dis fortune, hein, on est au-delà de 100 000 euros, que les universitaires crachent leur bac, ont des RTN total, hein, en allant s'amuser avec ces techniques, vous réfléchissez. Et voilà, exactement. Tout ce qu'on met dans le bac, moins on met de choses qui vont s'accumuler, plus on met de choses qui vont être métabolisées, et plus le bac fonctionnera. Donc, le moins de chimie possible, le moins de produits qu'on ne connaît pas possible, le moins de produits miracles possible. Euh, Très franchement, alors c'est vrai que quelquefois, bon, on voit les aquariums, ils sont dans un tel état, on se dit bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bah, tu fais un reset, mon pote, parce que là, tes pierres vivantes, t'as acheté de la merde, ou parce que souvent c'est quand même lié au cycle de vie des pierres vivantes. Mais comme il n'est pas rare que quand vous démarrez un aquarium, vous faites une connerie, puis bah, vous mettez un traitement. Bon, alors des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais même que ça marche, en réalité, qu'est-ce que t'en sais de ce qui reste de ton produit 3 mois après? Bah t'en sais pas grand-chose. Et puis alors, pose la question autour de toi, qui sait ce que ça va devenir? Et voilà. Et pourquoi l'intérêt d'avoir un groupe ou d'avoir été sur des forums ou etc. Bah, c'est qu'on a des retours sur et qu'on commence à nous à comprendre parce qu'on a des retours statistiques, c'est-à-dire tiens il y a tant de mecs ils ont utilisé ce produit-là, dis donc 3 mois après ils ont ce problème-là. Tiens, ils ont mis en place ce protocole-là. Ah, l'effet tout de suite mesurable. Ah ouais, ils sont contents, ils nous ont mis des photos, des machins. Ouais, ça a l'air de marcher, pas mal. Et puis nous, on a le retour 3 mois, puis 6 mois après. Et après, on voit sur 100 personnes, j'exagère quand je dis 100, on n'a pas toujours 100, mais même déjà sur 30, on peut se poser des questions. Quand au bout de 6 mois, les bacs, ils ont tous craché. Là, on commence à se dire, ah tiens, on a une drôle de donnée. Qu'est-ce qu'ils ont fait les mecs? Donc, ça m'est arrivé hein, des fois de prendre des notes, de me dire, bah merde, c'est quand même un peu bizarre tout ça. Et j'ai trouvé quelques relations qui n'étaient pas négligeables sur toutes les recherches qui ont été faites pour traiter les nitrates et les phosphates. Et, et ça m'a aussi beaucoup encouragé en fait à faire des lives parce que euh, quand tu as compris que le mec il a mis un produit, il essaye de bien faire, bon, il a ce problème-là. euh, le pire, bien sûr, c'est phosphate, nitrate, cyano, bien sûr. Tous les problèmes de cyano avec les déséquilibres qui ont été amenés en fait par les protocoles et les produits que vous avez mis en place, les mecs, hein. C'est, je vais dire 9 fois sur 10, mais hein, c'est même plus. Donc, un mauvais décor,
un mauvais brassage, pas de sable, pas de refuge qui compense le fait que vous n'aviez pas de sable dans la cuve, des pierres d'occasion, des mauvaises pierres, des pierres qui n'ont aucun effet biologique, genre aquaroche, que c'est dérisoire, c'est genre mousse bleue, hein, la mousse bleue biologique, oui, mon cul aussi il est biologique. Euh, donc c'est tous ces paramètres-là. Alors pour nous, c'est très difficile. Quand vous venez nous demander des conseils, des fois, c'est très difficile d'y répondre parce que on n'a pas l'historique de votre bac et on ne sait pas comment vous gérez votre bac. Est-ce que vous êtes quelqu'un de sérieux, de maniaque? Est-ce que vous êtes un branleur? Et vous avez tout à fait le droit d'être un branleur, enfin d'être un branleur, je veux dire d'être flemmard, mais d'avoir un aquarium. Il y a une façon pour un flemmard de gérer un aquarium. Il y a des animaux qui vont supporter un flemmard. Mais, euh, mais que le flemmard vienne se faire passer pour un premier de la classe, ou que le maniaque vienne se faire passer pour quelqu'un qui comprend l'aquariophilie, ben non, ça marche pas. Parce que le nerveux, il comprend pas l'aquariophilie. Le nerveux, il est dans le flip tout le temps. Et comme il flippe tout le temps, il va écouter 50 personnes. Et puis le résultat des courses, c'est que flippant de ça, de ça, de ça, de ça, il a écouté machin, 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 et puis il nous fait un mélange de tout ce qu'on lui a dit. Et puis il fait une grosse merde, un gros tas de merde, une bouse. Bon, et c'est de la catastrophe. Alors, voilà, une fois, deux fois, 50 fois, là, tu commences à te dire, bah merde. Le mec, merde, j'ai passé 4 heures à lui expliquer un truc, il a rien compris. Il a rien compris. Si t'expliques un truc à un mec et tu lui donnes un protocole, faut qu'il respecte le protocole à la lettre, sinon il va faire n'importe quoi. Alors euh, quand il mélange du Leblon, du Godon, du Marcotte et du récif captif et du bon allez non je vais pas dire son nom parce qu'après je vais m'énerver. Bon évidemment là ça peut plus bien se passer, c'est pas possible. Il faut relativiser les choses, il faut dire bon bah je vais faire telle façon. Alors que à la limite on écoute 3 personnes, mais après on choisit et on choisit un seul protocole et pas faire n'importe quoi en mélangeant des trucs puis après en disant ouais c'est ta faute, c'est toi qui m'as dit de faire ça. Ouais t'as fait ça dans ce que je t'ai dit, mais moi je t'avais dit de faire ça et puis t'as fait ça de moi puis le reste ça tu l'as piqué à ma chambre ça tu. Mais il est où le yaourt là? Ah bah oui j'ai mis 3 cuillères à café de yaourt pendant 4 jours. Bah oui ah t'as des problèmes bah évidemment que t'as des problèmes. Parce que un yaourt, t'as déjà vu du yaourt en aquarium, toi? Dans la nature? Non, il n'y a pas de yaourt. Il y a pas de yaourt. Donc, voilà, il y a des choses, excusez-moi, je balance une petite vanne parce que il y en a qui se privent pas de l'autre côté. Et les gens intéressés par le start system et pour faire de l'argent, bah, vous voyez, nous ici, on n'est pas comme ça, donc on renvoie la balle. Et puis vaut mieux que j'arrête là parce que si je commence à jouer au tennis, je pense que ça va faire mal. Donc voilà, on connaît des gens pendant des années, on, on les pratique, on voit comment ils prennent le melon dès que, et en plus pour un certain nombre à qui on a donné de l'importance, hein, parce que on a été les premiers à faire des lives avec Fabrice, et que ces mecs-là sont venus, ils se la pétaient parce qu'ils étaient invités, euh, et puis qu'après ils vous chient dessus, mais alors copieusement, que ce qui les intéresse, c'est de faire du pognon et pipi dans vos aquariums. Je vous conseille d'éviter de pisser dans vos bacs, quoique ça peut être sympa, parce que vous avez vu un petit peu que les récifs se nourrissent de l'urine des poissons. Oh merde! Oh bah alors ça alors! Voilà, bah oui. Le pipi, le caca, ça nourrit les coraux, dites donc. Donc en fait, euh, un aquarium dans lequel vous augmentez la vie, le potentiel de vie, le nombre d'espèces, voyez, eh bien, vous augmentez sa capacité à s'autoréguler, vous augmentez sa capacité à digérer ce qu'il produit, même si bah, vous ajoutez la bouffe. Mais vous créez, parce qu'il y a une stabilité dans le temps d'une une quantité de matière qui arrive tous les jours, à telle heure,
Tout l'aquarium s'équilibre en fonction de ce paramètre-là. Et si vous le changez tous les 15 jours, jamais vous allez avoir un truc qui tient la route. Ça, vous allez faire de la merde. Bon, ça, c'est une évidence, quoi. C'est écrit, je vous fais une prophétie, hein. Changer tous les jours. Non, je préfère pas le dire. Il y en a que je préfère pas dire. Mais ils sont faciles à reconnaître parce que vous voyez bien les gens qui faillotent avec les marques. Et salut FX, content de te voir. Euh, vous voyez bien les gens qui faillotent avec les marques et qui se sentent plus pissés en fait parce qu'ils ont invité machin qui est une marque. Mais est-ce que parce qu'on a une marque, on devient un génie de la paraphilie? Non. Donc être tenu comme un drogué à des produits que vous injectez dans votre aquarium, que vous pouvez pas arrêter parce que une fois que vous les avez commencés, si vous les arrêtez, eh ben vous allez créer exactement la même chose qu'un alcoolique quand vous lui supprimez l'alcool. Il va faire un délirium très mince, et ben votre aquarium va faire pareil. Euh, L'aquarium, euh, c'est la partie la plus importante d'un aquarium. Le cœur d'un aquarium, c'est son intestin. Si vous mettez des machines qui vont remplir le rôle de l'intestin, il va falloir que ces machines aient un rôle aussi stable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas changer d'écumeur tous les 15 jours. Il faut choisir un type de bulle pour l'écumeur. De la grosse bulle, de la fine bulle. Et seulement à partir de certains volumes, de pouvoir jouer sur deux types d'écumeurs, plutôt que d'en avoir qu'un. D'avoir un écumeur à grosse bulle, un écumeur à fine bulle. Et d'avoir une écume plus, voilà, qui va jouer sur différents assemblages, euh, ce que ne peut pas faire un écumeur spécialisé. Eh bien, moi, un écumeur très performant qui va vous laver la flotte. Parce que c'est ça aussi, hein. Votre écumeur vous lave la flotte. Il enlève des éléments importants de la composition de l'eau de mer. Il fait pas que d'enlever la merde. Donc, c'est... je vous le dis parce que moi j'étais longtemps réticent à l'écumage. Euh, Par ce fait-là, je préférais créer une zone aérée par un compresseur euh, dans la, dans comment, la décantation, parfois même un diffuseur dans le bac, en plus, plutôt que d'avoir un écumeur. Et en fait, bah, vous voyez très bien que même dans un bac en fish only, avec des gros poissons qui bouffent, voilà, vous balancez un steak par jour, quoi, hein, au moins dans votre bac, un steak. Vous voyez la valeur. Tu peux pas enlever un steak par jour. C'est pas possible, quoi. Si tu comptes pas sur les microbes, c'est râpé. C'est, voilà, c'est ça que j'essaie de vous enseigner, c'est de changer vous avez, vous regardez avec vos yeux, vous mettez des lunettes, vous regardez au microscope, et puis après vous allez dans le champ d'à côté, vous prenez le télescope, puis vous regardez votre bac. Et vous allez le voir de façon différente. Vous allez voir les différents milieux qu'il compose. De là, vous avez plusieurs points de vue. Et la réalité, vous l'avez appris, vous l'apprenez en ce moment par la physique quantique. La réalité, l'instant, le présent n'existe que par l'observateur. Alors, c'est cette problématique que nous avons dans l'aquariophilie, c'est d'être euh, parce que on fait un test, le test on le fait à telle heure, après la bouffe, avant la bouffe, etc. On fait un test et, et ça y est, c'est la réalité. Pas du tout. C'est une réalité à un instant T. C'est tout. Et déjà prendre le recul par rapport à ça, bah, alors évidemment, si tu es à 50 ou 75 de nitrate, tu vas pas être à 50 5 minutes après, c'est pas possible ça. Donc là, tu as, quand même des indices, des choses importantes qui sont euh, racontées par les tests. Hein, vous voyez, je critique pas les tests. Euh,
Je dis seulement que c'est une, pour beaucoup d'entre eux, c'est une photographie d'un instant T qui ne prend absolument pas en compte tous les autres éléments du fonctionnement de votre aquarium. Et de saucissonner comme ça votre aquarium en tranches, ce n'est pas photographier votre aquarium. La photographie de votre aquarium, vous l'avez quand vous le regardez dans son entier. Avec ses constructions de roches, les espèces que vous avez mis dedans, l'hydrologie, l'éclairage et votre façon dans le bac du dessous de d'influer sur la quantité, bon, en général bien sûr, la quantité de matière organique que l'aquarium produit en rapport avec ce que vous introduisez comme matière organique dans votre aquarium pour nourrir. Donc, cette photographie, comprenez bien ce que je dis là, c'est super important en fait de comprendre ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'autre indication réelle de l'état de votre aquarium que par votre regard, à un instant T. Les animaux, la couleur de vos poissons, l'œil brillant ou pas brillant de vos poissons, la position des nageoires que vous pouvez observer. Et moi qui connais bien les maladies des poissons, j'avais appris à reconnaître les symptômes, vraiment les symptômes annonciateurs, avant que la maladie soit déclarée, avant qu'on voit les points blancs. Je sais reconnaître les points blancs. Bah, ça, pourquoi? Bah, l'observation, les amis. Alors, quand vous observez votre aquarium, eh bien, vous avez des indicateurs comme ça. Les polypes de vos coraux, s'ils sont sortis, comment ils sont sortis, quelle est la couleur, quel est le volume, tel corail, depuis tant de jours, il a ce volume, depuis que vous l'avez, il a ce volume, et s'il y a une variation, vous pouvez vous interroger. Quand vous le nourrissez, est-ce qu'il mange avec appétit? Est-ce que il sort bien ses polypes? Je sais pas, par exemple les scolimia. Vous avez un scolimia, c'est super beau les scolimia. Et ben vous voyez très nettement la différence quand vous avez un scolimia en forme puis un scolimia pas en forme. Un scolimia en forme, bah, quand il ouvre ses polypes, c'est hallucinant. Il change du tout au tout. C'est plus du tout c'est à s'y méprendre en fait. On dirait une autre espèce. Donc euh, c'est le Sinarina, le Favia, regardez un Favia manger. Quand vous voyez un Favia manger, waouh, que le machin, il est collé à la roche et que d'un seul coup, il fait 5 fois son volume. Que vous voyez ses tentacules sortir. Ben là, vous avez un Favia. Et je connais des gens, ils ont jamais vu ça dans leur bac. Ah bon, et tu le nourris avec quoi ton Favia? Bah avec de la lumière, bien sûr, et puis un petit peu de pipi de machin, puis de caca de trucs, hein. Ben voilà. Et puis, bah, puis vous avez nourri votre Favia avec des moules, avec du manteau de moule. Et puis bizarrement, bah lui, tiens, là c'est bizarre, ça marche. Le machin, et puis il sort ses polypes. Bon. Donc c'est une voilà, je veux pas. Après, vous allez penser que je me la pète et que je fais mon frimeur. C'est pas du tout ça. J'essaie d'expliquer des trucs que je les ai vus de mes yeux tellement de fois que voilà, c'est pareil, c'est exactement la même chose dans les placements de coraux. Et quand vous avez un corail qui est en forme, vous placez un Hypnophora dans un coin de votre bac, bah, il peut vous faire des tentacules de 60 centimètres, puis aller cramer les trucs, jamais vous auriez imaginé. Alors aller mettre un Hypnophora dans un 200 litres, où tu veux avoir 5 ou 6 espèces, 7 ou 8 espèces d'autres coraux, il va te les cramer ton Hypnophora. Alors n'achète pas d'Hypnophora. Et est-ce que ton commerçant va te le dire, que l'Hypnophora, il est capable tranquillou de faire 30 centimètres de tentacules pour aller chasser ce qui est à côté, puis aller bouffer les autres coraux, parce qu'il aime bien bouffer les autres coraux. Bon. Alors vous voyez, ça, ce sont des choses, c'est un exemple, hein. Il y en a d'autres. Mais c'est des trucs, c'est super important à comprendre dans ce que c'est que la vie que vous avez créée là, quoi. Vraiment, vous créez un endroit de nature et alors les commerçants normalement ils sont là pour vous aider, mais comprenez bien que les commerçants maintenant beaucoup ils sont là
ils gagnent pas très très bien leur vie en vendant le vivant, ce qui est aberrant. Normalement, on devrait bien gagner sa vie en vendant du vivant. Et puis, bah, voilà, vous avez des industriels derrière qui aiment vous mettre sous perfusion de conneries, quoi. De conneries que vous pouvez faire avec l'alimentation. Les suppléments en vitamines nécessaires à la vie des poissons, je suis désolé, profite aussi aux coraux. Hein. Quand vous donnez à manger, ça part dans l'eau les coraux en profitent. Il y a un tas de trucs comme ça. On se demande, quoi, ce que... Et quand on voit que dès que vous commencez à tripoter les A et puis les acides aminés et puis les oligoéléments, combien d'entre vous ont fait des conneries, des surdosages pas possibles, des... Bon, plein. Et puis alors après, ah bah je comprends pas, j'ai des algues, direct quoi, direct. Le mec, ah bah je comprends pas, qu'est-ce que tu utilises comme sel? Et puis le mec, bah en fait, déjà il vous raconte que les 3 derniers mois, il a changé 3 fois de sel. Et puis, donc déjà, hein, et puis en fait, le dernier sel qu'il a mis, c'est du sel enrichi. Bon, il met du sel enrichi, et puis il met des A. Bon, eh ben au revoir, ça y est. Bonjour le Derbésia, tu vois, par exemple, hein. Donc, ça, ce sont des choses que, parce qu'elle adore, hein, je précise. Ce sont des choses qu'il faut comprendre et qui sont pas faciles et que je sais pas qui d'autre vous raconte ces histoires-là, mais euh, voilà, ça me semble important d'essayer de bah, vous transmettre comme ça quelques trucs que je peux concentrer de ce que j'attrape depuis des années sur les groupes, sur un tas de groupes parce que je suis dans un tas de groupes. Donc de récupérer des problèmes, des commentaires et d'essayer de synthétiser un peu tout ça. Voilà, je suis pas, je prétends pas être docteur en aquariophilie, mais enfin, ces données statistiques finalement, elles ont une certaine valeur parce qu'on peut mesurer vraiment euh, un nouveau produit qui sort, les gens qui se jettent dessus, l'avantage, et puis alors, et peu de temps après, l'inconvénient. Et on l'a vu avec toutes les méthodes qui sont sorties, les premiers bacs oligotrophes, la VSV, tous les gens qui ont voulu jouer avec la VSV, qui n'auraient jamais dû toucher à la VSV, leur bac marchait bien, qu'est-ce qu'ils sont allés foutre avec ça? Ah, ils avaient 5 milligrammes de nitrate. Ah, il me fallait zéro. Bah oui, bah voilà, et puis t'as tout perdu, quoi. C'est bien dommage. Et qu'on voit des bacs de vieux comme moi, des fois qui ont 25, 30, 40 de nitrate, et puis les coraux, et puis les acroporailles sont magnifiques. Donc en fait, faut vachement relativiser tout ça. Il faut apprendre à être zen, il faut apprendre à se poser les bonnes questions, parce que c'est ça le truc aussi, c'est à mauvaise question, mauvaise réponse. Non. Moi, j'ai pas ces prétentions-là. J'ai pas du tout j'ai pas cette prétention-là. J'ai pas le melon. J'essaye des fois de dire que je sais un petit peu de quoi je parle. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Si je suis un trou du cul. Enfin, oui, je pourrais aussi être un trou du cul, mais si je suis quelqu'un qui connaît absolument rien, bah pourquoi j'irais faire des lives, hein, j'ai rien à dire. Bon, vous voyez bien que quand même, quand je fais des lives, je vous transmets des choses. Donc voilà, je les ai pas mangés il y a 5 minutes pour vous les chier tout de suite. Hein. C'est des trucs que j'accumule depuis beaucoup d'années. Donc voilà, et je me frite beaucoup avec des scientifiques parce que les gens qui ont une approche scientifique, qui adorent donner le nom de l'isopode qui fait partie de la macrofaune de tel endroit, gna gna gna. Bon, oui, c'est bien. Et pendant un temps, je commençais un peu à apprendre tout ça, puis après, j'ai dit, mais de la merde, mais qu'est-ce que je m'en fous? Bon. Eh ben oui, il y en a eu, hein, il y en a eu des galères. Oui, oui. Et on pourrait en refaire, hein, on pourrait en refaire. Voilà, tout ce qu'on peut voir, quoi, de...
Voilà, puis vous avez, on en parlait tout à l'heure avec l'admin, bon, Julien par exemple, moi j'étais persuadé qu'il avait au moins un bac sous machine. Il me dit non, non, je fais tout au bro. Regardez ce qu'il a dans ses bacs, le Juju. Voilà. Et ça, qu'est-ce qu'on peut apporter comme meilleure preuve? Voilà. Moi, j'ai eu ma panne d'électricité, et ben, mais vous pouvez vérifier. J'avais des Parupénéus, j'avais Achille, Acanthurus Achille, j'avais Zanclus, euh, Shelmon, euh, et puis j'ai eu, mais bon, je l'ai pas gardé, Pigoplite. Euh, voilà, quoi, j'avais des chiards. Donc, quand on les a pendant 4 ans et demi, et d'autres encore plus, hein, bon, bah, on a un petit peu prouvé qu'on savait gérer ce genre de bestiole. Après, bah voilà, on peut toujours contester, mais j'ai jamais vu un Achille chez monsieur. Vous savez le truc là, comment c'est? Ça finit en X. Euh, Marquix, Marcotix, un truc X, un machin X, très X. Bon, donc chacun, hein. J'adore les vomères. C'est vraiment un poisson magnifique. J'ai hésité un peu à en mettre dans mon bac, mais en fait, mon bac est trop petit pour ce genre de truc. Et vous savez, donc les alectis, alors ça ce sont des poissons, en fait, ils ont la peau qui est comme un miroir argenté, et selon la lumière, et ben, ça vous fait l'arc-en-ciel, c'est magnifique. Il y en a deux espèces qui sont assez répandues, qu'on peut trouver en aquariophilie, c'est l'Indica, et puis l'autre, qu'est-ce que c'est l'autre? Ça m'est passé, mais Indica et je sais plus. Bon, bref, c'est pas grave. Donc il y en a une les jeunes ont des filaments. Alors c'est magnifique en fait, hein. Ce poisson argenté avec des filaments derrière. Bon, et puis bah en fait après quand ça grandit c'est plus pareil, puis ça devient des mastars, et puis bah voilà quoi. Alors, ces bestiaux là c'est au moins 2000 3000 litres, sinon en dessous c'est c'est pas bien quoi. Donc voilà, vous voyez des poissons comme quelquefois on voit les xanthictis, ce genre de poissons, les mélictis, dans des bacs qui ont moins de 2 mètres. Bah moi je trouve ça dégueulasse, je trouve ça scandaleux. Parce que ces poissons-là, ils ont besoin de nager. Et c'est vraiment vital, quoi. Ce sont des poissons qui vivent à l'extérieur, qui vont vraiment nager loin à l'extérieur des récifs. Et c'est comme certains naseaux, hein, ces poissons-là, ils ont besoin de nager, et on va compenser leur besoin de nager par la présence. Donc en fait, si vous avez une maison vide, si vous êtes riche et que vous n'avez pas de femme de ménage, achetez une femme de ménage. Que les poissons aient quelqu'un à qui parler pendant la journée. Sinon, bah voilà quoi. Vous avez votre femme, vos enfants, etc. Et la vie, bah c'est super important. Les échanges avec les poissons, c'est super important. Ces grands poissons qui sont dans les grands espaces, vous imaginez pas comment ils se font chier en fait quand il y a personne, et on voit que c'est pas forcément la taille du bac qui va tout faire. Bah, des fois c'est terrible quoi de voir le poisson qui fait tcha. Voilà. Donc je vous conseille plutôt d'opter pour des petits poissons, de bien choisir les gros, que jusqu'à 700 litres à peu près, ne jamais dépasser, pour être bien, ne jamais dépasser de chirurgien, ou 3 si vous mettez des flaves,
parce qu'une paire de flaves, ça passe pas mal. Un trio de flaves, ça passe pas mal. Euh, on est dans les zébras Sama. Si vous mettez un Acanture, euh, voilà. Quand je vois des bacs comme j'en ai vu, putain, des trucs de 600 litres avec 5 chirurgiens, là, ça colle pas, quoi. Enfin, faut, il faut essayer de prendre une photographie d'un milieu, d'un endroit dans le récif, de voir un peu les poissons qu'il y a, de voir un petit peu dans quelle cachette ils vivent, de le demander à votre commerçant. Peut-être je pourrais faire un live, tiens d'ailleurs là-dessus. Si ça vous intéresse, je vous ferai un live sur les populations et qu'est-ce qu'il faut envisager comme couche, comme conception de décor pour que les animaux se couchent. Ça peut être très valable par exemple pour les Anthias, pour les Dacilius, hein, euh, les Pomacentrus, etc. Enfin toutes les demoiselles. Euh, et puis vous serez peut-être un peu surpris d'ailleurs. Euh, comment se couchent les dématéléotrices, par exemple, comment, voilà. On peut aborder ces choses-là si ça vous intéresse, vous me le dites. Et puis, ben ça c'est clair, hein. Ça c'est clair. L'ennui c'est quelque chose de terrible. Et il faut bien comprendre que, bah nous, imaginez, hein, on nous met dans une pièce, on est quatre ou cinq dans une pièce, on a juste une pièce. Bon, eux, ils sont pas emmerdés pour aller pondre leur pêche. Ils ont pas trop honte de pondre leur pêche devant tout le monde. Mais, euh, mais voilà, vous imaginez quand même comment c'est dur de partager cet espace clos. Comment vite fait, donc il y a des frites entre les différentes personnes. Et puis après, comment, bah, au bout d'un moment, ça y est, on a fait le tour et que on se fait chier, quoi. Il n'y a plus, sur les pierres vivantes, il n'y a plus le truc, la petite friandise. Avec le temps, tout ça, ça s'amenuise. Et tout ça, c'est à l'homme de le chatouiller, c'est à l'homme de le compenser. Quand je vous dis donner de la salade à vos chirurgiens, donner de la salade à vos poissons-anges et à vos balistes, et ben quand vous faites ça, donnez du agar-agar. Vous faites votre petite mixture, du poisson. Si vous voulez, je vous montrerai un de ces quatre. Tiens, ça aussi, c'est un bon plan pour vous montrer. Moi, je ferai plus une vidéo que je diffuserai. Mais vous faites votre bouffe avec le agar-agar, bordel. C'est génial. Vous leur mettez ça sur un caillou, sur un corail mort. Hein, vous voyez, un truc comme ça, là, un corail comme ça. Vous étalez avec le agar-agar. Hein, et puis après, pouf, vous mettez la pierre dans le bac. Et les poissons, pendant 3 heures, ils vont aller dessus, ils vont taper tranquillou, à leur rythme, un peu comme ils font dans la nature. C'est ce qu'on fait pour les singes, c'est ce qu'on fait pour les ours. Hein, on leur met dans les zoos, bah, vous voyez, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils font ça. Il faut que l'animal puisse stimuler sa curiosité, le jeu, etc. Donc le jeu, bien sûr, il y en a une partie qui peut être avec vous, mais vous n'allez pas passer votre journée à donner à manger avec la main, machin. Bah, euh, voilà, la présence, mais voilà, c'est bien. Bref. Donc, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Je sais pas combien de temps ça a duré, mais peut-être un peu longtemps ce soir. Puis je vous dis à la semaine prochaine. On va reprendre donc une partie sur le sable. Je vais vous montrer bah, des choses un petit peu plus précises sur deux types de sable. Et puis, bah, on va continuer peut-être sur l'hydrologie des milieux, où je vais peut-être vous bricoler un bout de décor et puis vous expliquer un peu comment ça se passe. Et voilà. Donc, bah, je vous souhaite une excellente semaine à tous. Et puis, ouais, bah ça c'est clair. Hein. Et je peux vous dire, moi j'étais dégoûté, mais dégoûté quoi là quand mon aquarium est mort. Ah, d'ailleurs, je venais plus dans le groupe, hein, j'avais pas du tout envie de faire des lives et tout ça, et ça commence à faire un petit moment, mais là, ça y est, ça me chatouille, donc bientôt, je referai partie de la communauté. Voilà, alors, je vous souhaite vraiment une super semaine à tous, et puis à la prochaine.
N'hésitez pas donc à partager avec vos potes. Et puis notre ami, notre que je vous ai pas présenté. Alors là, ça c'est pas bien parce que attendez, je vais essayer de le choper là parce que alors voilà. Très bonne idée de live, disait donc Ludo. Alors Ludo, donc c'est notre nouveau modo qui a 2 aquariums et qui est assez passionné par son truc. Et je sais plus ce que je voulais dire. Je vous le présente. Hein, vous pourrez aussi lui poser quelques questions. Et puis, puis voilà. Je vous souhaite vraiment une bonne semaine à tous. Et Ludo, ouais, c'était ça que je voulais vous dire. Pardon, je perds un peu le fil. Ludo va nous mettre les 2 derniers lives sur la chaîne Reef and Geek TV. Et donc, vous pourrez après les repartager. Voilà. Donc, je répète, bonne semaine à tous. À bientôt.